Hello, bienvenue dans The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille Tuan Tran. Donc, si vous avez déjà vu, salut. Il y a une interview qui était déjà sortie, ou si vous avez peut-être déjà vu, mais on va refaire un petit peu, si ça te branche, quand même pour ceux qui n'avaient pas écouté, un petit peu une présentation, qui t'es et pourquoi tu es là et tout, parce qu'on va évoquer deux sujets importants, qui est notamment comment tu as trouvé un peu ton style graphique et comment t'es passé un petit peu de cette reconversion pour aller vers l'art, ce qui est super intéressant. Donc voilà, je vais introduire rapidement. Du coup, bah oui, si tu veux bien refaire ta fameuse superbe présentation, qui tu es, d'où tu viens, tout ça, chaud. Ouais, du coup, je m'appelle Tuan Tran et du coup, j'ai monté mon atelier qui s'appelle Atelier Anne et qui du coup est qui fait des créations. Je fais des créations, on peut appeler ça des sculptures qui sont en béton et dans lesquelles en fait j'intègre des vitraux. Et donc en fait, c'est des sculptures qui intègrent des éléments de l'architecture brutaliste. Voilà. Et c'est vrai qu'avant de faire ces sculptures, ouais. j'avais fait une formation de vitrailliste. Mais avant d'en faire là, c'est quoi un petit peu ton parcours? Et après, ce sera une deuxième question, mais comment t'en es arrivé à te dire là je suis passée de mon métier où j'étais là à je vais revenir à quelque chose de manuel, de pratique et d'artistique? Ouais, c'est vrai qu'avant, ce que je faisais, c'était de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, j'accompagnais de toute personne qui voulait monter son projet et on va dire que je l'accompagnais à le concrétiser. Et c'est vrai que c'est quelque chose que dans l'idée qui me plaisait. Qui me plaît toujours dans l'idée, mais il y avait ce besoin aussi de m'exprimer à travers mes mains, de m'exprimer en faisant quelque chose de concret. Et du coup, il y a eu cet appel et j'ai essayé de faire des démarches pour pouvoir faire une activité. Et c'est vrai qu'il y avait une démarche aussi où je voulais qu'il y ait un lien avec le patrimoine. Et cette notion peut-être de restauration, cette notion de reproduire des gestes qui étaient déjà réalisés il y a des siècles. Donc il y avait ce côté un petit peu relais et détenir un savoir précieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai participé à un chantier patrimoine qui est organisé par Rempart. Et ils font appel à différents corps de métier. Il y avait des ferronniers, il y avait de la taille de pierre et il y avait le vitrail. Ah oui, donc hyper large. Ouais. En fait, c'était pour restaurer justement un château. Et donc, ils font appel à différents corps de métier, à des bénévoles. Et là, en faisant du vitrail, donc en participant à ce chantier de restauration, là, tu découvres tout cet aspect patrimoine, histoire, le travail du verre et de la lumière. Et là, j'avoue que je me suis dit, je pense pas mal ça. J'ai trouvé quelque chose qui réunit, qui répond à tous ces critères. Et ce déclic de revenir au manuel, ça t'est venu il y a très longtemps, ou c'est parce que tu pratiquais déjà quelque chose de manuel et du coup tu voulais revenir, ou pas du tout ça? Non, je pense que de manuel, non. En soi, il y a toujours eu quelque chose il y avait toujours une continuité, c'était que j'ai toujours voulu m'exprimer. Je pense où ça a été à travers l'écriture. Pendant un moment, c'était beaucoup de l'écriture. J'ai fait du théâtre aussi, et là il y avait quelque chose où je voulais en fait que ça soit palpable. Oui. Et c'est là où du coup je suis allé du côté des activités manuelles, des activités artistiques, plastiques. Et voilà. Ok. J'allais te poser la question, comment est-ce que tu as trouvé un petit peu, c'était une formation, c'était quoi, un atelier? Je sais pas comment tu nommes ça. Ouais, c'est une formation professionnelle qui a duré 1 an et demi. Donc c'est une formation qui se fait dans un atelier qui s'appelle la Maison du Vitrail. Et donc pendant 1 an et demi, on te forme à la création de vitraux et à la restauration aussi. Et donc en fait, ça passe par différents panneaux qu'ils t'apprennent à faire, et qui en fait chaque panneau a un style particulier. Et donc c'est un prétexte pour pouvoir découvrir les différents styles, découvrir les différentes méthodes. Et donc il y a eu différentes techniques avec le montage au plomb, le Tiffany, la peinture à la grisaille, donc la peinture sur verre. Ça y est, il nous a perdu là. Là je peux développer. C'est très technique, mais envie d'apprendre ça un jour. Ouais, non, c'est super intéressant.
Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, quand j'ai fait cette formation, l'idée c'était de devenir vitrailliste, c'était de pouvoir participer à des chantiers de création et de restauration. Et après la formation, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a des ateliers, des gros ateliers qui sont déjà implantés et qui obtiennent des chantiers. Et pour répondre à cette demande-là, et ils font appel à des vitraillistes indépendants. Et pour répondre à ce manque de main-d'œuvre. Et voilà, j'étais dans un atelier Bernard Fournier à Bordeaux et aussi à Asnières, c'était l'atelier Cocoroca. Voilà. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est au-delà de ces chantiers, j'avais envie de créer aussi, de faire des choses pour m'exprimer, encore une fois. Ouais. Et c'est là que en fait, le cheminement s'est fait où j'ai voulu faire des... Ouais, en fait, ça n'a pas été un déclic, mais on va dire que ça s'est fait un cheminement, en fait. Ouais. Il y a eu un cheminement où, au début, je voulais faire des petits vitraux, donc des petits objets décoratifs qu'on pouvait intégrer dans les maisons de chacun. Et en fait, il y a eu la question du cadre qui s'est posée. Et en fait, à la base, j'ai fait un cadre assez simple. Et progressivement, en fait, ce cadre, je l'ai complexifié. Et j'y ai ajouté des éléments empruntés justement à l'architecture brutaliste. Ouais. Et c'est là où progressivement, tu te dis, en fait, tu t'exprimes à travers le vitrail. Mais le cadre aussi, c'est un autre moyen d'expression pour que, en fait, c'est une sculpture, quoi. Voilà. Ouais. Je mettrais peut-être des visuels si j'ai le temps, c'est un peu plus intéressant de voir concrètement l'art. Ah ouais, j'avoue, parce que moi j'imagine le. Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu, de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, je me posais la question de comment est-ce que tu avais trouvé toutes ces formations, toutes ces écoles, mais je suppose que ton métier d'avant t'a beaucoup aidé. Ouais, ça c'est vrai que Ouais. C'est vrai que le métier de conseiller en création d'entreprise, ça m'a vraiment aidé puisque du coup, je connaissais un petit peu les dispositifs pour la reconversion professionnelle. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai d'abord fait mon conseiller en évolution professionnelle. Donc, en fait, c'est un conseiller avec qui tu vas pouvoir parler de ton projet de reconversion. Il va mettre en place le projet avec toi si tu veux justement changer de métier, et bien de faire des recherches sur le métier, de faire des recherches sur ton projet de création d'entreprise, puisque moi, pour le coup, c'était de monter mon propre atelier. Et à partir de là, en fait, il faut que tu cherches plusieurs ateliers qui correspondent bien, qui soient certifiants, et d'indiquer aussi quel est l'intérêt de faire cette formation. Déjà pour le secteur, et pour toi, si vraiment ton projet il est viable ou pas. Donc là, il a fallu que je fasse une forme de business plan où tu présentes le projet, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas vendre, etc. Pour qu'ensuite ça passe devant une commission et qu'ils acceptent de financer ta formation. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus, puisqu'en fait, une fois que j'ai fait le dossier, il est passé dans un organisme qui s'appelle Transition Professionnelle. Et donc en fait, la première étape, c'est mon conseiller en évolution professionnelle, et puis ensuite, tu déposes ton dossier auprès de Transition Professionnelle. Et ton dossier passe devant une commission, ils acceptent ou pas de financer ta formation de reconversion. Ah oui, du coup, tu as eu, toi dans ton cas, une aide financière sur la formation. Ouais. Et là, pareil, avec le conseiller, tu t'es pas auto-conseillé du coup, mais ça aussi, c'était payant ou pas du tout Non. L'accompagnement, il est gratuit justement. Donc ça, c'est vraiment top. Je conseille à tout le monde d'ailleurs de le faire s'il y a des questions sur une reconversion professionnelle, une transition. Et bien, en fait, dans chaque région, il y a un conseiller en évolution professionnelle. Et il te parle des différents dispositifs, de comment ça se passe, de comment bien rédiger ton dossier. Et il va après faire un commentaire qu'ensuite on mettra dans le dossier. Voilà. Et puis lorsque le dossier est accepté, eh bien bim, tu peux commencer ta formation. Let's go. Et voilà, let's go. Ouais. Pour ceux qui chercheraient justement cette reconversion, après on va revenir un petit peu à comment tu as trouvé ton style artistique, je pense. Ouais. Vers où aller? Parce que par exemple, nous on est en Normandie, là je connais rien. Comment tu vas trouver un petit peu ces organismes-là, tant qu'on y est? Ouais, carrément. Franchement, en fait, c'est un dispositif national. Donc, normalement, il y a des opérateurs dans chaque région.
Donc vraiment, là, toutes les personnes qui vous écoutent, il suffit de taper CEP, donc mon conseil en évolution professionnelle, et tu auras une carte avec les opérateurs les plus proches de chez toi. Et en principe, vraiment, il y en a dans toutes les régions. Et après, tu peux prendre rendez-vous directement sur Internet ou en prenant rendez-vous au téléphone. Mais encore une fois, c'est gratuit. Et c'est à partir de là que, comme c'est un opérateur local, il pourra te dire quelle transition professionnelle te diriger de la région, etc. C'est pas mal ça. Alors soit je suis inculte, soit c'est pas très cool. Non, franchement, quand j'en ai parlé autour de moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le dispositif. Après, ils en parlent de plus en plus, je le vois, mais il faut le savoir, quoi. Je trouve ça pas mal d'en parler parce que tu vois, dans cette période où, je sais pas si tu as vu, mais tout ce qui est design digital, c'est archi saturé. Pour ceux qui se poseraient la question ou mettent un petit peu en stand-by ce métier-là, le temps que ça... je pense que ça va être une idée triste de quitter son métier parce qu'il y a trop de monde, mais d'un côté, peut-être une solution pour au moins avoir un taf ou un truc, quoi. Ouais. En tout cas, l'un des arguments aussi, c'est que si tu souhaites faire une formation dans un secteur où il manque de la main-d'œuvre, en disant là, tu vois, il y a de moins en moins de personnes, c'est un métier qui risque d'être perdu, c'est un métier à protéger aussi. Donc moi, c'est ce que j'avais mis pour le vitrail, c'est que voilà, c'est un savoir-faire, c'est propre aussi au patrimoine français. En France, il y a vraiment beaucoup de vitraux et c'est important, voilà, de soutenir ce genre d'initiative pour préserver, on va dire, le savoir-faire. Donc là, pour les autres personnes, ce serait de trouver un secteur où il y a besoin de main-d'œuvre. Bah ouais, carrément. Ça, c'est les conseillers qui diront. Ouais. Et du coup, si on revient au sujet, je pense qu'il va un peu plus peut-être intéresser. Enfin, tout est intéressant, mais peut-être un petit peu plus attiré. C'est un petit peu comment tu as trouvé du coup ton style artistique, sachant que tu as mélangé vraiment quelque chose qui est le vitrail, de très sensible avec, si j'ai bien compris, le brutalisme. Ouais. Comment ce cheminement-là est arrivé ? Voyons. Franchement, ça s'est fait progressivement, où en fait, en tout cas, le béton et le brutalisme, c'est arrivé quand je cherchais encore, en fait, après ma formation. Justement, je disais, ça y est, je sais faire des vitraux. Bon, encore, c'est pas parce que tu sors de ta formation que tu sais faire, mais je me disais, j'ai quand même un peu la technique, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, tu te retrouves à te dire, en fait, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est une chose d'avoir une forme de connaissance de comment faire, mais après, si tu sais peindre ou si tu sais sculpter ou autre, concrètement, qu'est-ce que toi, tu as à exprimer ? Et ça, c'est vrai que ça a été un long cheminement. Et en fait, il y a eu un moment particulier, c'était quand je suis parti au Havre. Je sais pas si vous voyez. Pas loin de chez nous. Quand je suis parti en fait à l'église Saint-Joseph. Je connais grave. Là, en fait, je disais rigolant, je connais grave. Franchement, l'église Saint-Joseph, en fait, t'arrives de l'extérieur, donc c'est bétonné. Elle est très blanche, non ? C'est du béton, enfin c'est quelque chose d'assez... après ça dépend des goûts, mais de l'extérieur, tu as quelque chose qui peut paraître austère, contrairement à d'autres églises où même avec la façade, ça invite à rentrer à l'intérieur. Là, tu as quelque chose d'assez minimaliste, assez austère, et tu te dis, est-ce que j'y vais ? Tu vas pas forcément avec beaucoup d'enthousiasme. Et en fait, une fois que tu rentres à l'intérieur, là, tu as quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est vraiment surprenant où en fait là tu découvres un espace immense, tu découvres la lumière et justement tu as juste à te focaliser sur cette expérience-là, de l'espace et de la lumière. Et en fait, ça a fait une forme de choc et j'avoue c'est là où je me suis dit peut-être que le béton c'est quelque chose sur lequel... Ouais. Et voilà, après en fait il y a eu plein d'expériences comme ça et je pense que c'était le déclic parce qu'à Berlin aussi, je suis parti, je sais pas si tu vois, mais il y a l'église du souvenir où en fait, pareil, c'est la même expérience. Ouais, c'est l'église du souvenir, pareil, c'est la même expérience. Tu arrives à l'extérieur, tu as un gros bloc de béton. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas forcément envie d'y aller. Et en fait, tu rentres à l'intérieur, un espace incroyable avec de la lumière. Et c'est ce que là maintenant j'ai essayé de vouloir reproduire dans les sculptures. C'est ce côté, ça va être froid, ça va être brut, et on se focalise sur la lumière.
Un message très philosophique en même temps. Ouais, il y a ce truc de il faut dépasser la première impression. La première approche. Voilà. Il y a de la pour découvrir la lumière intérieure. Révélation. C'est ça. Allez. Ok, bah c'est vraiment cool. Il faudrait vraiment mettre des visuels parce que là, je pense qu'ils vont vraiment être perdus. Ouais, mais en tout cas, il y a eu ce cheminement-là où en fait, je me questionnais quand même parce que à ce moment-là, lorsque je faisais au moment où je faisais les vitraux et pour passer aux sculptures, il y a eu quand même tout un cheminement où je me suis quand même posé la question de mais est-ce que je suis pas en train de me fourvoyer? J'ai fait une formation de vitrailliste et là je suis en train de faire du béton, là qu'est-ce qui se passe? Et ouais, il y a peut-être un petit peu ce conflit de loyauté où tu te dis bon ben j'ai travaillé dur, j'ai fait plein d'étapes pour être vitrailliste et est-ce que finalement je suis pas en train de me perdre à basculer vers autre chose? Et c'est de s'autoriser un petit peu à croire, à dire qu'en fait dans la création c'est un cheminement. Aujourd'hui, hier c'était le vitrail, le terrain d'expression, puis après il y a le cadre, puis après il y a autre chose et peut-être que je vais rajouter d'autres éléments. Et c'est ça, c'est que là je me suis un peu débridé, je sais pas si c'est le bon terme, mais pour me dire que le truc à garder c'est de vouloir s'exprimer en fait. Et après, toutes les techniques sont bonnes pour, tous les moyens, les matériaux, et voilà. C'est vrai que ça doit être un cheminement assez compliqué et tout. Surtout que le vitrail, souvent, je sais pas, mais en tant que non-expert, on l'associe beaucoup aux religieux et tout, ou dans des musées du verre, par exemple, dans le travail. Mais du coup, c'est vrai que tu as dû te dire ce mélange de textures et tout. Est-ce que je suis dans la bonne direction là? Après, avec le vitrail, c'est vrai qu'on met beaucoup cet aspect très traditionnel, très ancré avec les édifices religieux. Mais de plus en plus, on voit que vraiment ça sort de ce cadre-là pour être sur des motifs beaucoup plus modernes. Où maintenant, il y a de plus en plus d'architectes d'intérieur, de décorateurs d'intérieur qui intègrent des vitraux modernes dans des projets, dans des appartements, et c'est vraiment cool. J'ai encore vu l'autre jour une fille qui faisait une sorte de papillon en vitrail à suspendre comme ça. J'étais en mode ça me rappelle quelqu'un. ouais. Il y a plein de techniques, ouais. Parce que là, souvent, on peut voir des petits vitraux. Soit il y a la technique traditionnelle avec le plomb, et ceux qu'on peut voir plus fins avec des papillons, etc. Ça va être l'autre technique, la technique Tiffany. Et là, c'est vrai que tu peux te faire plaisir. C'est vraiment cool. Un peu plus, ouais. Justement, comment ça se passe un petit peu très rapidement, parce que je pense qu'on va rien comprendre. Ce travail du verre et du béton. Au niveau de la façon de faire, déjà je fais un croquis. J'imagine un petit peu la structure en béton. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire une maquette sur ordinateur de la structure en béton, un petit peu comme un architecte où je vais mettre les différents éléments, les dimensions, etc. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coffrage. Et donc là, le coffrage, je le fais avec du polystyrène et je les découpe pièce par pièce et je les assemble pour vraiment faire une sorte de coffrage, un coffre où je vais couler le béton. Et donc, c'est à ce moment-là où je vais couler le béton et j'attends que ça sèche. Et puis, quand je décoffre, là, on obtient la sculpture nue avec une petite place quand même pour y mettre le vitrail. Une fois que j'ai... il faut y penser, franchement. Les mesures, elles sont super importantes. Et du coup, lorsque la sculpture elle est terminée, là, la casquette vitrailliste arrive et là, je fais le vitrail. Okay. Et là, ensuite, lorsque le vitrail est terminé, je l'intègre à la sculpture. Je sais pas après si tu veux que je parle des techniques, des différentes étapes du vitrail. Je pense que j'aurais adoré, mais sans visuel, je pense qu'on va rien comprendre. Ouais, je comprends. Mais un jour, tu nous feras une démo en live. Avec plaisir, ouais. En vrai, je viens de lancer un concept, le zoomorphisme atelier. C'est ça, voilà, découvrir l'envers du décor, les différentes méthodes. Des créateurs qui passent sur le podcast. Allez, on lance ça dès maintenant. Est-ce que justement, sur ce côté manuel, nous, en tout cas, qui sommes beaucoup dans le digital, toi, je sais pas si tu l'étais beaucoup, Baby. Pas vraiment, non. Ça, j'avoue, j'ai dû apprendre un peu sur le tas. Bon, ok.
pour les gens qui sont beaucoup dans le digital, est-ce que tu conseillerais justement de rester un petit peu dans le manuel pour peut-être revenir à une créativité ou tu trouves que justement si on s'écarte du manuel, on perd peut-être une partie de nous, comme tu sais un peu les enfants quand ils arrêtent de jouer ou quelque chose comme ça. Un débat voilà, que j'ai lancé très flou. Ah ouais. Ah, j'ai pas envie d'opposer le numérique et le manuel, mais j'avoue que en fait, imaginons que je faisais que les maquettes. Et bien, il y a quand même quelque chose de vraiment satisfaisant. Il y a une sensation particulière quand tu vois l'objet concret. Et c'est d'ailleurs moi pour ça que je voulais vraiment faire quelque chose de manuel. C'est que comme un bébé, en fait, c'est de le voir physiquement, de le toucher et tout. C'est, je sais pas pourquoi j'ai fait l'exemple du bébé. Ouais, il y a de l'imaginer, mais de le voir après vraiment, il y a de la fierté de l'avoir fait quand même et de le toucher. Il y a ce côté sensoriel qui, je trouve, est important. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de sens du coup que digitalement. Ouais. Après, il y a tout ce truc de réflexion et avec le digital qui est top parce que je sais que voilà, il faut quand même réfléchir sur les textures, sur les formes, sur les volumes. Mais après, lorsque tu le transposes et que là, ça devient concret, c'est un autre plaisir. C'est un autre plaisir. Une autre sensation, ouais. Ouais. Donc, mais je pense que quand il y a des illustrateurs qui font des illustrations, des affiches, etc. Ne serait-ce que de l'imprimer. C'est quand même autre chose, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est comme quand tu dessines un truc et que t'as fini ton dessin et qu'il est tout propre et tout. Ouais. Là en mode waouh. Ouais, là peut-être que les couleurs, de les voir, de sortir de l'écran avec. Après là c'est la rencontre entre toi, ta création et le physique, en fonction du papier que tu vas choisir, du grain, je sais pas, ça va apporter quelque chose. Donc non, je dirais que ça complète en fait. Carrément. Des fois, même mélanger les deux ou revenir justement quand tu te perds un petit peu, dans le digital, à ne plus trouver l'inspiration. Je sais que, je crois, il y a 2 semaines, j'ai testé un truc, alors c'est pas ton niveau, hein, de la pâte Primo. Et franchement, j'ai retrouvé des process intéressants et ça m'a donné aussi des idées pour la créa après et tout. Donc, je pense que c'est pas mal aussi de sortir un peu des fois et tester des nouveaux trucs. Ouais, carrément, même pour l'inspiration, pour d'aller vers ailleurs, d'aller ailleurs dans d'autres techniques aussi, ça permet de l'inspiration. Ça ouvre les chakras. Ouais, je sais. Non, mais c'est vrai, dans la créa, plus on ouvre sa culture, je pense, à tester des trucs et à s'enrichir comme une librairie, plus tu l'as fait. Bref, comme la plante dans Mario. Et ben plus, je pense, après, t'es ouvert au champ des possibles, je sais pas comment dire ça. Ouais, franchement pour moi c'est en plus je me dis que c'est ça un peu la créativité, c'est d'essayer d'aller chercher plein de choses qui viennent d'ailleurs et de les assembler entre elles en les faisant résonner un petit peu en toi. Donc j'avoue, plus tu vas aller chercher ailleurs, plus tu vas aller t'inspirer ou même puiser en toi aussi, hein. Parce que parfois, en tout cas moi personnellement, j'ai pu me mettre des blocages en disant ça va être nul, ça va pas plaire, ou non, ça c'est déjà vu, etc. Et parfois, là maintenant, je parlais du brutalisme, mais c'était juste à la base une petite idée comme ça, un petit truc, et il faut aussi oser, oser croire en une petite sensibilité, de dire c'est pas pourri ou quoi, c'est peut-être que ça vient de nulle part, que c'était bizarre, mais en fait non, c'est en investissant dedans, en croyant au potentiel d'une petite idée que parfois ça peut en faire quelque chose de fou, quoi. C'est vrai que souvent nos petites idées d'intérieur, tu te dis tiens, je sens qu'il y a un potentiel mais tu le mets pas en place, c'est dommage. Quand tu le mets en place, c'est pas mal. Demain je me demandais je sais plus. Est-ce que du coup c'est une activité que tu as à temps plein et tu en vis? Question tabou. Non. Franchement, j'aimerais beaucoup en vivre, mais non, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein, dans le sens où j'aimerais beaucoup, mais là aujourd'hui de pouvoir vivre uniquement de ces créations, c'est pas possible. Donc et j'en parlais aussi autour de moi, donc beaucoup d'artistes en fait, ou de créateurs ou d'artisans, certains voudraient pouvoir en vivre, mais il y a l'aspect aussi, parfois tu
l'aspect insécurité où parfois tu vas pouvoir vendre et c'est bon et parfois il n'y a rien du tout. Et le fait en fait de penser à ça peut influencer aussi ta façon de créer. Et donc souvent on me disait justement il vaut mieux que tu aies une petite activité, une activité à côté qui te permet d'avoir vraiment un revenu, une base pour que en fait l'argent ne devienne plus une contrainte. Parce qu'après, si l'argent c'est vraiment une contrainte, ça peut influencer sur ta façon de créer en disant peut-être que tu vas basculer plus vers des choses qui vont plaire, d'aller dans les modes pour pouvoir vendre. Oui, ouais, ça on constate pas mal que dès qu'il y a la notion de business et d'argent quand on crée, ça devient très différent et même ça nous restreint énormément dans la créativité, je trouve. Donc ouais. Donc c'est après dans l'idéal c'est sûr que j'aimerais pouvoir en vivre, hein. Mais je pense que ça prend du temps et je fais tout pour. On y croit. Oui. Allez le soutenir, s'il vous plaît. Et après, là, il va nous rester 8 petites minutes maximum avant de finir ce podcast. Je voulais savoir justement si toi, tu avais des débats sur lesquels tu voulais un petit peu débattre avant de terminer ou si tu avais des choses sur lesquelles tu voulais un petit peu clore le sujet ou tu avais des petites idées qu'on n'aurait pas dit. Il y a une satanée de mouche qui m'attaque. Qui t'attaque. Mais oui. Un débat, je sais pas. Ou un truc qu'on n'aurait pas évoqué. Ou un mot de fin, tout simplement. Un mot de fin, non, mais en tout cas, il y a... Je disais rigolant, oui, c'est déjà la fin. Non, après, il y a... Moi, c'est vrai que dans mon cheminement, il y avait ce truc de est-ce que je suis pas en train de trahir ou en tout cas de me fourvoyer en ajoutant des techniques ou en faisant autre chose que du vitrail. Ouais. Et je pense que c'est important d'oser se sentir libre, quoi. Et de tester des trucs et au pire ça marche. Ouais. Pas la première, peut-être que ça marchera la deuxième. Ouais, de tâtonner, d'expérimenter, d'oser. Parce que du coup, c'est en expérimentant que tu peux aussi découvrir de nouvelles choses. Et je pense que c'est peut-être ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est important d'oser être libre, quoi, d'aller où on veut. C'est super intéressant ce que tu dis d'expérimentation, parce que des fois on va prendre des trucs qui existent déjà et être dans les normes, et dès qu'on teste des trucs même un peu chelous, je sais que sur un projet récent, on a testé un truc et genre ça a donné digitalement un truc marrant, pourtant on a dû passer par le manuel. Et c'était stylé, quoi. Ça, t'as des mouches. Ok. Après, je sais pas si tu veux nous faire un petit mot de fin. Je sais pas, là, comme ça... Ça va aller, ça va bien se passer. Là, comme ça, là, j'ai pas forcément de mots, mais oser s'exprimer, c'est important. Je mettrai ça en citation de podcast. Oser s'exprimer. Ouais. Et ok, c'est trop cool de t'avoir reçu une deuxième fois. Tu sais quoi, j'avais pas tout retenu, donc c'est très bien. Maintenant, je suis une experte, je connais tout ton parcours par cœur. Merci à toi pour l'invitation. Merci encore d'être passé dans le podcast. Et puis cette fois, j'espère que l'enregistrement va tenir. Please. Mais en tout cas, c'est super cool. En plus, cette année, on n'a pas trop eu d'artistes. C'était plus des gens dans le digital, dans le freelancing et l'entrepreneuriat. Donc c'est cool, ça va amener d'autres choses, je pense. Et puis si jamais ils ont des questions ou qui veulent voir un peu ton travail, je suppose que ce sera plutôt sur Insta, on mettra les liens dans la bio. Ouais, avec plaisir. Ouais. Puis voilà. On vous dit ciao et puis après voilà. Salut.